12e webinaire. Bonjour, je me présente Linda Houston, conseillère pédagogique du programme TEA à l'école et la modératrice pour le webinaire d'aujourd'hui. Bienvenue au 2e webinaire de TEA à l'école pour l'année scolaire 2014-2015. La production de cette publication a été réalisée grâce au financement du ministère de l'Éducation. Veuillez noter que les opinions exprimées dans cette publication sont les opinions du bénéficiaire et ne reflètent pas nécessairement celles du ministère de l'Éducation. C'est avec fierté que l'équipe TEA à l'école présente le conférencier Dr. Cameron Montgomery, qui présentera ce webinaire sur le stress et les stratégies d'adaptation chez les élèves ayant des troubles d'apprentissage. Avant de commencer, voici un peu d'item cuisine. Vous êtes placé en sourdine jusqu'à la fin du webinaire et à ce temps, vous aurez l'occasion de demander vos questions à Dr. Montgomery. Avant de commencer, nous voulons que vous soyez à l'aise avec le panneau de configuration GoToWebinar. Si vous ne voyez pas le plein panneau, vous devriez voir une flèche que vous pouvez cliquer pour agrandir le panneau. Ce même bouton permet de minimiser le panneau lors de la présentation. À la partie supérieure du panneau de configuration, vous verrez un globe terrestre. En cliquant sur le globe, vous pouvez sélectionner la langue de votre choix pour le panneau de configuration. Au cours de la présentation, si vous souhaitez poser une question ou pour participer aux discussions, veuillez entrer votre texte dans la case au bas du panneau de configuration et choisir de l'envoyer au personnel dans le menu déroulant. Ainsi, le bouton avec la main levée peut être utilisé pour répondre directement à Dr. Montgomery lors des activités interactives. Si vous levez la main, vous serez activé afin que vous puissiez poser votre question. S'il vous plaît, gardez vos questions pour la session foire aux questions à la fin du webinaire. Au cours de la présentation, si vous souhaitez poser une question au personnel, veuillez entrer votre texte dans la case au bas du panneau de configuration et choisir de l'envoyer au personnel dans le menu déroulant. Pour de l'assistance technique, n'hésitez pas à communiquer avec Marcia. Ses coordonnées sont affichées sur cette diapositive. Après le webinaire, nous vous enverrons les diapositives et un article d'appui de la présentation de Dr. Montgomery, ainsi qu'un lien pour un sondage afin d'avoir vos commentaires concernant ce webinaire. Dans environ 3 semaines, l'enregistrement du webinaire sera disponible et nous enverrons un lien à tous les participants. Ceci prend soin des items cuisine. À ce temps, j'aimerais présenter Dr. Montgomery. Titulaire d'un doctorat en psychopédagogie de l'Université Laval, Dr. Montgomery détient également une maîtrise en psychopédagogie de la même institution. Dr. Montgomery s'intéresse au stress et aux stratégies d'adaptation. Il a de nombreuses publications dans les revues scientifiques nationales et internationales et a été récipiendaire d'une bourse d'excellence doctorale de la Fondation de l'Université Laval. Depuis son arrivée à l'Université d'Ottawa, Cameron Montgomery enseigne des cours en psychopédagogie de l'enfance et en psychopédagogie de l'apprentissage. Il a aussi mené un projet de recherche subventionné par le Conseil de recherche en sciences humaines, CRSH, intitulé « Le stress chez les stagiaires en enseignement ». Il a également fait de la recherche sur le déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, TDAH, à travers le Canada. Dr. Montgomery est aussi affilié avec l'Institut de recherche à l'hôpital Montfort. Alors bonjour, Dr. Montgomery, je vous cède maintenant la parole. Bonjour tout le monde, merci bien Linda. Je tiens à remercier l'équipe TEA École pour m'avoir invité à faire ce webinaire. Justement, je suis à Toronto et j'ai décidé de me déplacer afin que ce webinaire soit le plus efficace et le plus pertinent possible pour vous. Le thème d'aujourd'hui s'intitule « Le stress et les stratégies d'adaptation chez les enfants ayant des troubles d'apprentissage ». Ce webinaire se situe à l'intérieur du domaine ou du volet socio-affectif
Donc voilà, le stress et les stratégies d'adaptation font partie du volet socio-affectif, qui est un des volets du TA école. Les objectifs de l'atelier, donc à la fin, vous aurez acquis une meilleure compréhension du stress chez l'élève ayant un ou des TA, des stratégies d'adaptation chez l'élève ayant un ou des TA, et enfin des stratégies d'intervention pratiques en salle de classe pour les élèves stressés ayant un ou des TA. Nous avons un menu du jour pour atteindre nos objectifs. Donc, je vais essayer de respecter l'enseignement explicite en activant vos connaissances antérieures. On va faire un survol des concepts clés par la suite. Il va y avoir une présentation de recherche sur le stress et les stratégies d'adaptation, suivie par une activité pratique où on va s'activer tous et toutes, et on va clore le tout par une objectivation et la fameuse période des questions. Alors, nous sommes des enseignants et des enseignantes ou des professionnels en salle de classe au sein des différentes écoles en Ontario et ailleurs, et nous avons sûrement des expériences avec des jeunes stressés. Donc, j'aimerais bien que vous réfléchissiez par rapport à un ou des situations d'un élève avec un TA qui était stressé. Ensuite, en lien avec ce jeune ou cette jeune stressé ayant un ou des TA, pensez à comment ce jeune ou cette jeune a géré son stress. Donc, c'est en deux volets qu'on va activer nos connaissances ou nos expériences antérieures en lien avec le stress. Et les jeunes avec un ou des TA. Linda va gérer ça et on va prendre des réponses, s'il vous plaît. Soit à l'écrit, soit à l'oral. Est-ce qu'il y aurait des gens qui pourraient décrire une situation? Emma. Euh, situation d'un élève stressé, c'est ça? Oui. Oh wow, d'accord. Je suis désolée, j'ai pas d'idée pour l'instant. Mais une élève qui arrive, Emma, je vais te donner la chance d'y penser, puis je vais passer Oui, à merci. Nathalie White. Nathalie parle de réagir de façon impulsive et dire que l'intervenant est stupide et qu'il doit dire qu'il ou elle est stupide, qu'il ou elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait. Alors ça, c'est une situation de stress. Et puis, Cameron, est-ce que Oui, on m'entend, c'est bien. Donc, j'ai trouvé la réponse pertinente. Est-ce qu'il y en a d'autres, Linda? oui, s'exclure de l'activité, se retirer aussi, c'est quelque chose qui est quand même assez commun. Et puis, c'est le commentaire de Nathalie aussi. Donc, merci à Nathalie. C'est génial. Merci à Nathalie, c'est génial. Effectivement, on a entendu
des réponses ou des expériences pertinentes. L'exclusion, tout à fait, c'est un signe de stress d'un élève stressé qui exprime un stress. Et on doit se demander comment il ou elle gère ce stress. Donc, allons plus loin avec ces expériences-là, afin de bien les comprendre et surtout bien les situer. Donc, j'ai mis une image d'une feuille, hein, on voit la pluie ou l'eau qui tombe tout doucement et on peut se demander si la feuille va se plier dans cette image-là. Autrefois, on comprenait le stress, enfin au XVIIIe siècle en Angleterre, avec les calèches qui avaient des pneus et des pneus qui s'usaient et qui s'écrasaient, qui s'épuisaient par la suite. C'était la définition originale du stress qui a évolué en 3 parties qui sont bien acceptées et connues dans la littérature scientifique sur le stress. Et la première partie part d'une auto-perception d'un événement menaçant ou entraînant une perte. Donc, c'est une auto-perception d'un facteur de stress qui est différent pour chaque personne. Par exemple, la perte d'emploi. Pour un jeune, ça pourrait être le fait d'avoir échoué un test en maths. Hein. Dans un deuxième temps, à l'intérieur de cette définition du stress, est la mobilisation de ses ressources, hein, du milieu. Donc, comment est-ce que je vais faire pour réussir ce test de maths par la suite, la prochaine fois? Comment je vais faire pour trouver un emploi? On se demande qui peut nous aider. Est-ce qu'il y a un chum qui peut m'aider à me préparer pour ce test de maths afin que je le réussisse? Et finalement, on met en place. Donc, c'est la mise en place des stratégies d'adaptation qu'on va approfondir par la suite, où justement on passe à la préparation des additions, hein, ou des soustractions pour réussir le test des maths, ou bien dans le cas des adultes, où un consultant, enfin, en emploi qui se spécialise justement à la quête des emplois, qui va nous aider à trouver un autre boulot, quoi. Donc voilà les trois étapes: auto-perception, mobilisation et mise en place des stratégies. Maintenant, c'est important de faire le lien entre cette définition et justement les troubles d'apprentissage. Donc, les troubles d'apprentissage sont des difficultés cérébrales qui nuisent d'une ou de plusieurs façons à l'acquisition, à l'apprentissage, au rappel et à l'utilisation de l'information verbale ou non verbale. J'ai pris ça d'ici, hein, du site TEA École. Donc, c'est quelque chose qui est bien connu. Mais le lien concret qu'on peut faire avec le stress, c'est que les élèves ayant un ou des TEA vivent davantage du stress à cause des résultats scolaires inférieurs et de la pression scolaire. Ce sont 2 exemples de facteurs de stress qu'on a vus à la page précédente. Donc, on pousse toujours plus loin nos connaissances en lien avec les concepts clés, stress et stratégie d'adaptation. Les stratégies d'adaptation à l'école, bon, il y en a 2 types là. Il y en a 2 types, les stratégies fonctionnelles et les stratégies dysfonctionnelles. Donc, des exemples de stratégies fonctionnelles sont des pensées positives. Ah, pensons au test des maths là. Ok, je l'ai échoué la première fois, cependant, avec un peu de préparation, j'ai confiance que la prochaine fois, je vais les réussir. Ou le soutien parental est un autre exemple de stratégie fonctionnelle. Ah, les parents sont là pour encourager le jeune. Eh bien, si on se prépare comme il faut, Christian, la prochaine fois, tu vas le réussir, ce test de maths. Et le soutien social. Si Christian a un chum avec qui il peut se préparer, eh bien, c'est un exemple de soutien social qui est une stratégie fonctionnelle. Eh bien, à l'opposé, ce sont des stratégies dysfonctionnelles, à savoir la colère. Eh mince, zut, j'ai échoué ce test de maths. Je suis fâché, je ne veux plus rien faire. Eh bien, ça nuit. C'est plutôt dysfonctionnel comme stratégie. L'évitement, je ne veux pas toucher aux maths, là. Ou bien le blâme. Mais le prof n'était pas clair. Combien de fois on a entendu ça comme prof dans ce test de maths?
c'est de sa faute. Voilà les stratégies d'adaptation à l'école, en lien avec le stress comme on a vu avant. Je vais approfondir ces concepts de base qu'on vient de voir avec une recherche concrète que j'ai menée qui s'appelle une méta-analyse. Méta voulant dire grand ou gros, qui englobe. Donc, qu'est-ce que j'ai fait concrètement avec quelques collègues à l'Université d'Ottawa et à l'hôpital Montfort? C'était de regarder dans la littérature scientifique, de regarder partout au monde pour des articles qui portent sur le stress. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Eh bien, entre 1991 et 2013, on a recensé, on a trouvé 76 articles pertinents sur ce sujet de stress. Pas mal intéressant, n'est-ce pas? Et on a considéré l'adolescence. Il fallait qu'on se limite, donc on a considéré l'adolescence comme étant pertinente, donc l'âge des enfants, en ce qui nous concerne, était entre 12 et 19 ans. Et on a lu ces articles-là, on les a discutés, on a négocié entre les 4 chercheurs les concepts clés et secondaires qu'on va voir tantôt comme étant catégories et sous-catégories. Et qu'est-ce qu'on a fait avec ces catégories et sous-catégories? Eh bien, on a fait un cas conceptuel ou bien un modèle qu'on va voir à la page suivante et on a fait des analyses statistiques que je vais en parler, mais qu'on ne va pas voir, mais on va quand même voir ce que ces analyses ont prouvé en lien avec ce thème du stress chez les jeunes. Eh bien, c'est ça que ça fait. Il y a beaucoup d'enseignants qui sont avec nous aujourd'hui et ils savent bien qu'une carte conceptuelle est un outil puissant. Donc, c'est ça qu'on a fait. Et qu'est-ce qu'on a appelé notre carte conceptuelle ou modèle? On a appelé ça une écologie intégrale de l'auto-perception du stress, des facteurs du stress et des stratégies d'adaptation chez l'adolescent. Tous les concepts qu'on a vus au début, n'est-ce pas? Et pourquoi écologie? Et où l'adolescent? Je vous explique ça. C'est qu'une écologie est un système. Lorsqu'on parle du stress, il faut tenir compte du système dans lequel l'individu se baigne. Donc, il y a comme un aspect un peu sociologique là. On se baigne tous et toutes dans un système ou dans une société. Donc, c'est pour ça qu'on a trouvé important d'appeler ça écologie. Et l'adolescent est implicite dans ce modèle. Eh bien, on peut voir sa tête, si on veut, en haut, comme l'auto-perception, et ses 2 bras de chaque côté, mais l'adolescent comme tel est dans le modèle. La toute première catégorie, logiquement, était le stress, ou bien l'auto-perception du stress. Nos articles ont parlé, donc il fallait le mettre. Et il fallait les mettre au tout début. En lien avec ça, enfin, ce qui découle de ça, de cette auto-perception, sont les facteurs de stress à gauche et les stratégies d'adaptation à droite. En dessous de ça, ce sont les autres catégories principales qui découlent de l'auto-perception, des facteurs et des stratégies d'adaptation, à savoir la première étant le milieu socio-culturel. Après le milieu, c'est l'école. Après l'école, c'est la famille et les amis. Et la toute dernière catégorie, c'est soi. En lien avec nos catégories principales, ce sont des sous-catégories. Des sous-catégories qui sont soit des facteurs de stress en bleu, comme on voit à gauche, sous-facteurs de stress, soit stratégie d'adaptation fonctionnelle, soit dysfonctionnelle à droite, sous stratégie d'adaptation, logiquement. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé comme résultat en lien avec le milieu socio-culturel? Eh bien, sous facteur de stress du côté gauche, on a trouvé des sous-catégories comme la discrimination, les normes culturelles, le statut socio-économique. Et à droite, sous stratégie d'adaptation, on retrouve la résignation, l'engagement, l'appui aux professionnels et le développement. Ensuite, deuxième résultat, l'école. Eh bien, on a juste trouvé dans la littérature scientifique
après notre survol, là, notre analyse, la pression académique et la victimisation par les pairs. Juste des facteurs de stress. En dessous de ça, troisième catégorie, famille et amis. Comme facteur de stress, on voit tabagisme prénatal, relations romantiques ou bien sexuelles, conflit, cohésion parentale, ce va-et-vient, pression parentale, événements de vie, enfin, comme la mort, ou le style parental, autoritaire, trop diplomatique, etc. Et comme stratégie d'adaptation, on retrouve l'appui social. Et on achève notre beau modèle avec soi, la personne même. Et qu'est-ce qu'on retrouve du côté gauche dans notre modèle qui nous parle là? C'est la toxicomanie, ce choix de se droguer, de fumer, le genre, enfin, les femmes, les filles, les adolescentes sont différentes des ados. La puberté, il y en a qui éteignent ça plus rapidement que d'autres. L'estime de soi et enfin le perfectionnisme comme facteur de stress. Puis on retrouve beaucoup de stratégies fonctionnelles et dysfonctionnelles du côté droite. La planification, ça nous aide. Les adaptations actives face à un facteur de stress. La résolution de problèmes, l'optimisme, la religion et le sens de l'humour sont des facteurs d'adaptation fonctionnelle. Ensuite, on voit toute une liste de stratégies d'adaptation dysfonctionnelle, comme le fait de se désengager, comme on a entendu plus tôt. L'éloignement, on s'éloigne. La rumination, on devient très nerveux. Passer sa colère. La colère, il y a une différence entre passer sa colère, où on peut jeter quelque chose, ou la colère est de ressentir, justement, la colère même. Le perfectionnisme, eh bien, le perfectionnisme, curieusement, c'est autant un facteur de stress qu'une stratégie d'adaptation dysfonctionnelle. L'abus de substances, évitement, dépression, adaptation passive et religion. Voilà. Ça, c'est le résultat, le grand résultat de notre modèle qui nous parle de ce qui se passe, ce qui concerne le stress et les stratégies d'adaptation chez l'adolescent. On a fait des analyses statistiques en lien avec notre modèle afin de le confirmer, afin de voir ce qui était pertinent. Donc, qu'est-ce que ça donnait? Eh bien, nous avons confirmé qu'il faut bien parler des facteurs de stress et des stratégies d'adaptation en même temps. Ils ont tous les deux l'importance égale. On retrouve ça dans la littérature scientifique et on a retrouvé ça dans nos analyses statistiques. Les stratégies d'adaptation dysfonctionnelles ont un effet plus important sur les facteurs de stress que les stratégies fonctionnelles d'adaptation sur les facteurs de stress. Donc, il faut vraiment être aux aguets. On sait que la dysfonctionnalité joue plus sur les facteurs de stress que la fonctionnalité. On va en discuter tantôt. Ensuite, on va les confirmer l'ordre des catégories principales qu'on a vues dans notre modèle. Donc, la première catégorie qui ressort selon nos analyses, c'est l'école. Ensuite, vient soit, troisièmement, le milieu socio-culturel et enfin, la famille et les amis. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure ou discuter des résultats qu'on vient de voir? Eh bien, les facteurs de stress et les stratégies d'adaptation sont indissociables. TA ou pas. C'est important parce que c'est un thème qu'on va approfondir. Tout comme l'école est un lieu de socialisation stressante. C'est toute une gamme de facteurs de stress qu'on va partager tantôt. La personnalité ou bien soi joue un rôle important. Il y a des dérives comme la colère, comme on a vu. Le milieu est important à considérer. Il y a beaucoup d'élèves de d'autres pays dans cette relation stress
stratégie d'adaptation fonctionnelle, dysfonctionnelle et TA. Et la famille et les amis peuvent aider ou bien nuire dans cette même interaction. Donc tout ça, c'est bien beau, comme on dit, sur le plan théorique, mais sur le plan pratico-pratique, on va savoir comment ça s'applique en salle de classe. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé des études de cas. Et la première, c'est Paul. Paul et les maths. On revient aux maths. Donc je les lis, je vous donne un peu de temps et je vous demande pour votre participation, soit à l'écrit, soit à l'oral. Il n'y a pas de bonne réponse, juste vos pensées, quoi. Alors, Paul est un jeune en 9e au secondaire et en TA lié à l'apprentissage des maths. Il pique des crises en salle de classe parce qu'il saisit mal la notion de fraction, étant donné qu'il ne reconnaît pas le symbole juste. Il a donc tendance à baisser les bras dès qu'on lui donne une tâche à faire en maths qui contient quoi? Eh bien, la notion des fractions et pas dérange les autres élèves. Enfin, il dit que les autres se moquent de lui. Il veut juste lâcher les maths parce que ça sert à rien. Alors, selon vous, compte tenu de ses besoins et de ses forces, enfin, quelle serait une stratégie d'adaptation fonctionnelle pour Paul, pour l'aider à faire ses fractions? Je vous donne un peu de temps de réflexion. Je cède la parole à Linda et je vous encourage à participer. Votre participation est importante. Alors, on est ouvert aux commentaires. Alors, Jessica indique qu'une des stratégies fonctionnelles serait de demander l'aide à l'enseignant ou à ses pairs, ce que Paul pourrait faire en salle de classe. C'est excellent, ça. Alors, merci, Jessica. Est-ce qu'il y aurait d'autres gens qui auraient des commentaires? Donc, on encourage d'autres participants à soit écrire, soit à lire. Alors encore, Jessica, il dit une autre stratégie serait de penser qu'avec des efforts, il va réussir à comprendre. Alors, oui, c'est une stratégie. Parfois, il faut aller pousser plus loin parce que souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que l'élève, même si on lui dit, ne croit pas nécessairement que c'est vrai. Ensuite, je m'excuse, Najwa indique le centre aide aux études des séances 1 à 1 et puis on sait que des séances 1 à 1 fonctionnent très bien. Hélène Desgagnés fait le commentaire, il faudrait prendre le temps de lui fournir un rappel visuel de la signification du terme juste. J'aime bien ces réponses des participants. Je vois que nous avons des enseignantes chevronnées. C'est formidable. Alors, d'autres commentaires aussi. Nathalie indique en parler à ses parents, à un enseignant, un ami avec qui il a de la confiance. Et puis, on pourrait ajouter que c'est possible que le parent puisse l'expliquer parce que parfois, qu'est-ce qui arrive, c'est que l'étudiant entend une certaine façon, un certain vocabulaire, et puis il doit l'entendre d'une autre façon et possiblement d'une autre personne.
Najwa indique aussi des signes visuels, des signes, ce qui est excellent. Natasia a encouragé Paul à regarder les exercices en maths par petites sections au lieu de les regarder en un grand tout qui pourrait le décourager encore plus, ce qui est très vrai. Alors, c'est excellent comme réponse au niveau de stratégie d'adaptation. Oui, Linda, merci pour ça et merci aux participants. On va pousser leurs réponses plus loin. Comme enseignante et enseignant, vous savez que l'exemple et contre-exemple sont puissants. Donc, j'ai estimé qu'il fallait mettre des stratégies fonctionnelles et dysfonctionnelles. Alors, suivant vos stratégies fonctionnelles, je suis d'accord avec le fait enfin, ce que j'ai mis, qui rejoint ce que vous disiez, et le fait de trouver un temps à part, non menaçant, afin d'enseigner à Paul la notion des fractions, soit avec l'enseignant, soit avec un autre élève. Effectivement, de trouver un père, comme Nathalie ou Jessica, je crois que c'était Jessica qui disait, tu as tout à fait raison. Travailler également sur une stratégie d'adaptation plus fonctionnelle, comme la préparation aux fractions. Je crois que c'était Nathalie qui disait ça, justement, ou Najwa. Comprendre la notion ou la stratégie est super importante, ça prend du temps. Et trouver comme un créneau de 30 minutes, enfin, le temps s'ajuste, là, bien entendu, par semaine, ça pourrait être suffisant pour comprendre, juste pour comprendre cette notion-là auprès d'un élève stressé et en TA. Et renforcer une stratégie d'adaptation fonctionnelle de gestion de colère. Je pense que c'est important de revenir sur la colère. Hein. On veut justement leur apprendre des compétences sociales fonctionnelles. Donc, la gestion de colère en est une. Des stratégies dysfonctionnelles, chers participants, eh bien, dire à Paul qu'il va sortir de la salle de classe chaque fois qu'on aborde des fractions, l'évitement. Hein. Ça rejoint le modèle qu'on a vu, pas idéal, pas idéal. Ou lui donner tout à fait une autre tâche à faire que les maths. Encore une fois, pas idéal. Dysfonctionnel, quoi. OK. Prochaine étude de cas. Qui est-ce qu'on va rencontrer maintenant? Qui est-ce qu'on va rencontrer? Eh bien, Geneviève. Geneviève et les poèmes. Donc, on va se baigner dans le monde de la lecture. Et je vous lis. Geneviève est une élève en 7e qui prouve un trouble d'apprentissage en lecture. Elle bute sur des mots, surtout en poésie, et lit très lentement en terminant des lectures individuelles, au moins 10 minutes après ses collègues. Par exemple, un poème sur le printemps. Geneviève se croit poche, comme elle dit. Et en poésie, elle dit qu'elle n'a pas de temps de lire les textes préparatoires en poésie chez elle parce qu'elle doit s'occuper de son petit frère, vu que ses parents viennent de se séparer. Cas qu'on rencontre souvent chez un participant. Par ailleurs, sa mère lui met beaucoup de pression pour qu'elle réussisse en lecture français de la poésie parce qu'elle est écrivaine. Elle est écrivaine de romans populaires. Alors, comme avant, on est en lecture. Trouvez-nous des stratégies d'adaptation fonctionnelle pour répondre à ses besoins et à ses forces. Chers participants. Petite minute de réflexion. Linda, chère médiatrice, je te cède la parole et on encourage nos participants à partager. Les consignes sont écrites, comme on fait en enseignement explicite. Alors, Alcide a été levé. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, Fred, écoute. Oui, dans ce cas, je crois moi, je vais faire deux propositions. Oui. La première, c'est de pouvoir donc rencontrer les parents de Geneviève et pour pouvoir décider une solution. La deuxième stratégie que je propose, c'est d'utiliser par exemple un logiciel de lecture pour l'encourager à lire, par exemple WordClue par exemple, qui peut l'aider à pouvoir améliorer donc ses capacités, à avoir confiance en elle-même pour pouvoir lire correctement donc les textes. Donc voilà ce que je propose.
parents et confiance en soi. Génial, génial. De très bons points fondamentaux. Bravo Alfred. Quelqu'un d'autre? Alors, Hélène Lefrançois indique qu'elle chercherait à répondre aux questions par écrit au lieu de la voix haute. Et puis, Hélène Desgagnés dit aussi le prévenir à l'avance, si possible, quand il y a l'utilisation de ce type de problème ou de poésie, de lecture, ce type de lecture. Je trouve ça très pertinent. Ouais. Ensuite, Hélène Desgagnés aussi indique lui présenter les mots de vocabulaire à l'avance, faire une prélecture, ce qui serait vraiment nécessaire et probablement aiderait Geneviève beaucoup plus à comprendre qu'est-ce qu'elle lit. Une autre stratégie, Nathalie dit lui présenter un logiciel de technologie d'aide, par exemple Kurzweil, qui réduirait le temps nécessaire pour terminer ses lectures et lui permettre de s'attarder à la compréhension. Et Jessica Rivet indique que sensibiliser la mère de Geneviève à ne pas mettre de pression sur sa fille, la pression n'aidera pas Geneviève à mieux performer. Et c'est bien, on commence à utiliser des mots qu'on a vus tantôt. Effectivement, la pression est un facteur de stress. Très bien ciblé, Jessica, bravo. Oui, Linda, peut-être une ou deux autres bonnes réponses pertinentes et on va continuer. Alors, Hélène Desgagnés ajoute faire un champ lexical auparavant selon le thème avec l'élève. Alors, vraiment impliquer l'élève dans son apprentissage. Et puis, Natasia indique lui donner un peu plus de temps pour qu'elle termine sa lecture et discuter avec la mère pour qu'elle comprenne un peu mieux la difficulté de lecture de Geneviève. Formidable. Écoutez, merci les participants. On doit continuer avec ce que j'estime être des stratégies fonctionnelles et dysfonctionnelles. Donc, stratégie fonctionnelle, prendre le temps avec Geneviève à part pour revoir le langage et les transitions syntaxiques de chaque poème, soit avec l'enseignant, soit avec un élève modèle. Comme vous voyez, je prends beaucoup le socio-constructivisme, on co-construit des connaissances, donc je trouve que c'est un outil très puissant pour ce cas. Faut augmenter son estime d'elle, comme Alfred disait, tout à fait, sa confiance en elle-même, en décortiquant chaque poème ensemble pour ensuite le faire de façon autonome. Des étapes de l'enseignement explicite. Peut-être que la pratique autonome vient un peu plus tard pour Geneviève, mais on y arrive, et on y arrive de façon systématique. Avec ce cas, finalement, rencontrer la mère. On a entendu chez plusieurs collègues là, de Geneviève pour lui expliquer votre perception des facteurs de stress. Exemple, le temps de préparation et la pression de la mère même et les stratégies d'adaptation fonctionnelle qui seront mises en place pour aider notre chère Geneviève. Stratégie dysfonctionnelle, eh bien, est-ce que c'est la peine de les mentionner? Malheureusement, oui. Évitez de lui donner des points tout à fait dysfonctionnels en lien avec le modèle qu'on a vu tantôt, placer Geneviève avec des jeunes super performants. Eh bien, quel genre de confiance est-ce qu'elle va avoir après ça? Envoyer une lettre méchante à la mère de Geneviève, ça aiderait pas, c'est dysfonctionnel, et je dirais même dédramatiser la situation, en essayant de lui faire croire qu'elle est bonne dans d'autres domaines. Voilà. On a bien fait un survol de Geneviève, je vous remercie. On passe à Christine. Et Christine est une élève de la 11e qui a des grands défis au niveau du traitement visio-moteur. Quoi exactement? L'exécution d'activités de coordination œil-main. Et dans son cours de gym, elle pratique le tennis à chaque mercredi. Et elle n'arrive même pas à toucher la balle avec la raquette. Ah, on a un petit problème. Au lieu de s'efforcer, Christine danse. Enfin, elle fait le clown. Et elle évite de se déplacer vers la balle quand elle traverse la balle, traverse le filet. Elle explique que le sport ne fait pas partie de la vie dans mon pays. Et
elle ne veut faire aucun sport nécessitant de la coordination avec une balle ou un ballon. Même drill. Quelles sont les stratégies d'adaptation fonctionnelle chez collègues? Chers collègues, on prend un petit 3 minutes là-dessus pour aider Christine. Alors, vous pouvez écrire ou bien vous pouvez aussi utiliser la main et puis on vous donne parole si vous utilisez la main. On est très patient, n'est-ce pas, Linda? Ici à Théa École. Allez-y, les participants, vos réponses pour Geneviève. Alors, ici, on a deux réponses. Un d'Hélène. L'enseignant peut proposer de jouer une partie avec Christine. Alors, utiliser du renforcement. Et puis, ensuite, Najwa indique, que pensez-vous de lui suggérer des exercices dans Brain Gym? Ou de Brain Gym, je devrais dire. Brain Gym, peut-être que Najwa peut nous expliquer dans le chat ce qu'est le Brain Gym. Ça me semble très intéressant. Merci Najwa. Est-ce qu'il y a d'autres personnes pendant que Najwa écrit ça, Linda? Pas pour le moment, hein? Non? Ok. On va attendre encore une petite minute. Alors, Najwa explique que ce sont des exercices qui réunissent les deux hémisphères, droite et gauche. Alors, oui. Et puis, Hélène répond peut-être qu'elle pourrait aussi montrer à un élève plus jeune à jouer au tennis. D'excellentes stratégies fonctionnelles, merci bien. Et on a un nouveau terme, un nouvel apprentissage grâce à Najwa. Le Brain Gym. Et oui, j'ai déjà entendu. Effectivement, il y a comme un disconnect, comme on dit, où les deux côtés de l'hémisphère sont comme séparés. Donc, effectivement, ça peut être très utile. Est-ce qu'il y a comme une dernière réponse là, Linda? Oui, Nishkala indique lui faire pratiquer des exercices de coordination œil-main au préalable. Ouais, c'est bon ça. Et puis, Jessica dit pratiquer plus souvent le tennis et avoir des attentes plus réalistes par rapport à ses habiletés au sport. Formidable, Jessica. Merci. Je continue, le temps file. Merci pour des réponses riches. Stratégie fonctionnelle. Déterminer les sports qui se pratiquent dans son pays d'origine, c'est-à-dire le milieu socio-culturel, et voir comment ils peuvent se transférer au sport pratiqué ici au Canada. Ah, on a vu que Christine dansait, enfin elle faisait le clown, donc peut-être qu'elle aime la danse. Eh bien, le tennis est une forme de danse, n'est-ce pas? Au niveau des déplacements seulement. Donc il faut se déplacer et ça ressemble beaucoup à la danse, quoi. Décortiquer plus lentement des techniques de base en reprochant Christine du filet, peut-être qu'elle était trop loin. Soit avec l'enseignant, hein, Nathalie disait ça, je pense, soit avec un autre élève plus performant au tennis. Ou, enfin, peut-être après avoir acquis une certaine maîtrise, comme on a entendu, j'ai beaucoup aimé le commentaire qu'elle enseigne aux plus jeunes. Mais je dirais qu'elle doit avoir quand même une certaine maîtrise. Stratégie dysfonctionnelle, pour finir, accepter que Christine fasse un autre sport, pendant que tous et toutes jouent au tennis. Tout simplement ignorer son comportement par rapport au sport pratiqué dans son pays et le faire croire que les garçons jouent mieux au tennis. Hein, genre, la question de genre qu'on a vue. Maintenant que nous avons vu la théorie, nous avons vu des études de cas concrètes, je vais vous demander de réfléchir
par rapport à comment vous allez intervenir auprès des jeunes, plus spécifiquement, suite à votre compréhension du stress et des stratégies d'adaptation fonctionnelle chez les élèves en ODTA. Comment allez-vous intervenir auprès de ces jeunes? Donc, je vais vous demander d'écrire vos réponses ou de les dire. On est rendu comme au niveau de l'objectivation, afin qu'on puisse faire un inventaire. Je vais partager le mien, comme à chaque fois, donc il n'y a pas d'inquiétude. Mais qu'est-ce que vous retirez de ça, suite à votre compréhension, nouvelle compréhension du stress, stratégie d'adaptation et TA? C'est un moment de remue-ménage et de créer un inventaire. Un bon 5 minutes là-dessus. Ça reste vite, ça demande votre participation. Vous avez d'excellentes idées. On vous attend. Alors, Linda, est-ce que nos chers participants ont créé un inventaire de pistes pratiques pour leur salle de classe? On attend des réponses. Je sais qu'ils ont déjà, contribué des réponses fort pertinentes, mais je suis sûr qu'ils ont des pistes. Je vais l'envoyer. Oui, Hélène dit être parfaitement à l'écoute des détails de ce que les élèves vivent. Détails pour nous, mais pour eux aussi. Jessica indique être plus à l'écoute de leur détresse et de leurs besoins. Prendre le temps de discuter avec les élèves de leurs émotions. Natasia indique que première chose à faire, c'est de prendre le temps de discuter avec son élève, de leur montrer qu'on est avec eux, qu'on est là pour les supporter et non les juger. Pierrette ajoute s'assurer que les élèves TA connaissent du succès et de les écouter. Bravo. On continue, ce sont des pistes qui nous aident, hein, Linda. Est-ce qu'il y en a d'autres? Hein? Oui, Hélène dit il faut toujours il faut toujours aller voir l'antécédent qui provoque le stress afin de mieux intervenir. Comprendre le motif, c'est mieux cibler. Puis Nathalie indique prendre un moment pour réfléchir avant d'intervenir avec le jeune, se questionner s'il y a un facteur de stress présent. Puis ensuite, Jessica indique aussi à être plus à l'écoute de leur détresse. Oh, j'ai déjà lu, lui. Des fois, ça vaut la peine de relire, c'est correct. Najwa dit observer les élèves et de reprendre les notions avec eux en plus petits pas. Décortiquer, Najwa. Ben, c'est fort bien pertinent. Merci. On va, le présentateur doit partager aussi, et un petit inventaire. Je pense que ça va de soi, mais c'est important de confirmer le TA donné auprès d'un professionnel. Je sais que vous entendez ça beaucoup au niveau du dépistage et tout, mais est-ce un problème de lecture, un problème en numéricie, enfin en maths? Sur le site de l'école TA, on voit, du TA École, on voit qu'ils ont des catégories pour nous orienter. Donc, allez voir un professionnel avec vos soupçons afin de placer le TA donné avant d'agir. Ensuite, on a entendu dépister le facteur de stress donné. Effectivement, c'est en les écoutant, c'est en ayant une bonne écoute qu'on va découvrir la source du facteur de stress. Et on a entendu ici, c'est une étape très importante. Déterminer les stratégies d'adaptation fonctionnelles ou dysfonctionnelles, je dirais les deux, parce que les jeunes, là, ils utilisent les deux. Il s'agit de les mettre au clair. Qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui dysfonctionnait, et les faire voir ce qui fonctionnait et dysfonctionnait. Et enfin, mettre en place un plan d'action. Je dirais que c'est le but même
du webinaire d'aujourd'hui. C'est vraiment, je sais qu'on fait beaucoup de plans d'action, là, mais avoir un plan d'action ciblé, stress, stratégie d'adaptation, fonctionnel, TA, juste pour ses propres notes des fois, ou pour l'élève ou le parent même, pour aider justement le jeune en question. Alors, ceci clôt le webinaire de mon côté. Donc, je pense qu'on a une période de discussion, de partage de questions ouvertes, soit à l'écrit, soit à l'oral, des choses qui vous interpellent, qui vous trottent dans la tête suite à cette présentation interactive. Hein. Je tiens à vous remercier, chers participants. Vous avez rendu le séminaire encore plus riche, non seulement pour vous, mais pour les gens qui vont le regarder plus tard. Alors Linda, est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou des interrogations ou des commentaires? Pour le moment, non, mais un rappel, voici, on a une main de levée. Alors, Alcide? Oui, Alcide, on a entendu tantôt. Qu'est-ce qu'Alcide a à nous dire? Ouais, oui, juste avant une précision. Concernant le plan, l'élaboration du plan d'action. Oui. Est-ce que monsieur peut nous donner quelques pistes d'orientation, comment procéder pour élaborer vraiment ce plan d'action pour qu'il soit vraiment efficace? Eh bien, stress, stratégie d'adaptation, TA, juste créer comme un tableau avec ça. Enfin, ça pourrait être des mots différents, dépendant du niveau. Mais juste un tableau avec des colonnes comme ça peut aider le jeune ou la jeune à voir le portrait de ce qu'il ou elle vit, n'est-ce pas? Et en ayant ce portrait-là, enfin, ça peut justement aider le jeune à s'améliorer, à mieux s'adapter aux facteurs de stress, n'est-ce pas? Au lieu d'éviter les maths, eh bien, il va se préparer un peu plus. Il s'agit de l'identifier, n'est-ce pas? Alcide, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais envisager? Ah oui, certainement. C'est pour ça que je voulais avoir plus de précision. Parce que là, je suis en stage, j'ai pratiquement un cas comme ça. Donc, c'est pour ça que je voulais avoir un peu plus de précision pour élaborer une stratégie dans ce sens. Mais bravo, j'espère que c'est une stratégie utile pour toi. Ouais, tout à fait. Alors, on a deux commentaires. Najwa qui dit « C'est beaucoup plus facile que j'avais imaginé. Merci, Dr. Montgomery. » Et puis, Samuel nous donne le lien à Alerte Rouge Brain Gym. Et puis, il demande « Est-ce que l'Ontario est favorable à ça, Brain Gym? » Ben, écoute, pour être franc, et je pense que c'est quelque chose qu'on doit voir avec le ministère. Je vois pas pourquoi il serait contre. Enfin, il devrait être tout à fait en accord avec une telle initiative, un tel truc, ce Brain Gym. Et ça serait bien carrément que tes écoles fassent une petite investigation, une petite recherche là-dessus, que ça soit un outil pour nous tous et toutes. Donc, bravo aux participants pour ça. Là. Quoi d'autre, Linda? Oui, bien, Najwa indique que Brain Gym est enseigné dans certains conseils scolaires en Ontario. Et alors, oui, c'est utilisé. On a une autre question. Et puis, c'est quels sont des indicateurs de stress chez les enfants ayant des TA plus jeunes? Ici, on parle des enfants à l'élémentaire. Alors, quels sont certains indicateurs? Écoutez, merci pour la question. La recherche, comme j'ai présenté au début, était ciblée vers les ados, donc à certains stades de développement entre 12 et 19 ans, avec toutes ces transitions, n'est-ce pas, enfin, à l'intérieur de l'adolescence. Donc, les plus jeunes, les facteurs de stress changent. Mais tout ce qu'on a vu aujourd'hui s'y applique. Hein. Ça s'applique quand même aux plus jeunes.
n'est-ce pas? Le milieu, si on pense aux immigrants qui arrivent et qui risquent d'être un peu dépaysés par une nouvelle culture d'école, enfin, un nouveau milieu socio-culturel, c'est un exemple, n'est-ce pas? Donc, soit de facteurs de stress, soit de stratégies d'adaptation fonctionnelles ou dysfonctionnelles, dépendant du pays d'origine du jeune. Donc, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, je dirais, s'applique aux plus jeunes, mais ça reste quand même à confirmer. Ça doit être, vous m'encouragez à faire une autre méta-analyse chez les plus jeunes, donc il faut viser de 1 à 12 afin de confirmer le tout. Mais je vois une pertinence du modèle aujourd'hui aux plus jeunes. J'espère que c'est vraiment un outil qui pourrait survivre pour les plus jeunes. Alors, on a 2 autres questions et ensuite on peut clore. La première, c'est quels moyens peuvent être pris par une école afin de diminuer le stress dû à la scolarisation? Qu'est-ce qu'on entend par scolarisation? Excusez, socialisation. Socialisation, stress à l'école, wow. Très bonne question. Et je dirais que ça touche le modèle qu'on a vu lorsqu'on parle d'une écologie, n'est-ce pas? D'un système, d'une école, quoi. J'ai déjà vu des conseils scolaires américains ou même en Nouvelle-Écosse, j'ai déjà vu des initiatives où des écoles visent carrément à réduire le stress et à renforcer des stratégies d'adaptation fonctionnelles. Donc je dirais que c'est une question systémique, holistique, globale, quoi, qu'on doit songer à mettre en place dans nos chers conseils scolaires franco-ontariens. Alors, oui, vas-y Linda. Alors, une autre question. Peut-on estimer le nombre d'adolescents affectés par le stress dans les écoles? Merci pour la question. J'ai essayé de clarifier que le stress, puisque c'est une auto-perception, nous affecte tous et toutes, bien sûr. Nous savons que les jeunes vivent de plus en plus de stress. C'est documenté. C'est implicite dans ce que je disais, mais là je le dis de façon très explicite. Les gens sont plus stressés. Ils ont plus de facteurs de stress. On est dans une société beaucoup plus accélérée, beaucoup plus speed, où les jeunes sont confrontés par beaucoup plus de facteurs de stress. Et ça se manifeste comment? Par des symptômes psychosomatiques. Hein. Et c'est un autre aspect que j'ai lu dans la littérature scientifique. Des maux de tête, maux d'estomac, enfin, ce sont des signes de stress. Et les jeunes en vivent de plus en plus. Je pense que j'ai vu des statistiques qui disaient que c'est au moins 60-70% des jeunes qui sont soit stressés ou très stressés dans nos écoles. Donc, voilà. Est-ce qu'on a le temps pour une autre question? Je dirais oui, j'ai mon taxi dans quelques minutes, mais c'est bon. C'est important. Okay. C'est important qu'on partage. Alors, on y va. Alors, la dernière question, c'est comment briser le cercle vicieux de l'emploi de stratégies dysfonctionnelles augmentant le stress? Comment briser? Là, encore une fois, Linda, c'est toute une question, ça. Je l'aime. Question complexe. Encore une fois, Linda, comment? OK. Comment briser le cercle vicieux de l'emploi de stratégies dysfonctionnelles augmentant le stress? Oui. Donc, on a vu que... Merci pour la question. Hein, ça rejoint le premier résultat où on voit que les stratégies dysfonctionnelles jouent un rôle prépondérant sur les facteurs de stress. Donc, effectivement, c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Au milieu de ça,
je dirais que entre les deux, ce sont des stratégies d'adaptation. Donc, voici la réponse, elle est là. Briser cette relation dysfonctionnelle stress-facteur de stress, il faut se pencher sur les stratégies fonctionnelles. Mais il faut bien, la réponse est implicite dans la question, il faut bien identifier facteurs de stress, stratégies dysfonctionnelles, afin de s'orienter vers les stratégies fonctionnelles. Et moi, petit côté personnel, moi je vise beaucoup le côté social, n'est-ce pas, où justement on vise une socialisation, on trouve un partenaire, un père plus performant, que ce soit gym, maths ou autre lecture, pour épauler les jeunes. Mais il faut que ça soit bien, vraiment bien dosé, bien planifié. Encore une fois, la planification et la préparation, et c'est là la préparation de l'enseignante ou de l'enseignant pour mettre en place ce genre de relations et de solutions, quoi. Alors, c'est tout le temps que nous avons aujourd'hui. Alors, nous allons mettre fin à la séance de questions et réponses. Si vous avez d'autres questions, écrivez-nous à info@ta@l'école.ca et nous veillerons que vos questions obtiennent une réponse. Si vous désirez vous garder à jour sur les webinaires gratuits, s'il vous plaît, vous inscrire à TA à l'école à la page d'accueil en entrant votre adresse courriel dans la boîte d'inscription au bas. Et on vous invite aussi à nous suivre sur Twitter à TA à l'école. Le prochain webinaire sera le 19 mai de 15h30 à 16h30, heure de l'Est avancée. Dr. Sylvain Vermette présentera sur l'erreur en mathématiques. Pour plus de renseignements, veuillez visiter notre site www.ta@l'école.ca ou accéder le lien présentement affiché. Les inscriptions au colloque des professionnels de l'enseignement 2015 sont maintenant ouvertes au Conseil scolaire de l'Ontario. Les inscriptions seront ouvertes au grand public dès le 9 mai 2015. Accédez le lien présenté sur cette diapositive pour vous inscrire. Notez que le colloque est bilingue et aura lieu le mardi 25 août et le mercredi 26 août 2015. Dr. Montgomery sera un de nos conférenciers. Nous espérons que vous y participerez aussi. J'aimerais remercier le Dr. Montgomery pour sa présentation et je tiens également à remercier tous nos participants qui ont assisté aujourd'hui. N'oubliez pas que nous vous enverrons les diapositives et un court sondage à la fin du webinaire. Nous serions reconnaissants si vous preniez le temps de le remplir afin que nous puissions utiliser cette information lors de la conduite de futurs webinaires. Nous vous rappelons aussi qu'un lien vers ce webinaire enregistré sera envoyé dans environ 3 semaines. Mais encore d'y avoir participé et merci encore d'y avoir participé et bonne fin de journée.